Salut Martin. Salut, je suis content d'être là. Salut, ça fait plaisir. C'est sympa d'avoir répondu à l'invitation. Alors pour être un peu plus transparent, on s'est rencontrés en fait à Bali. Enfin, on se connaît un petit peu par canaux électroniques interposés du moins. Et puis on a eu l'occasion de prendre un verre et puis d'échanger un petit peu quand j'étais à Bali où toi tu es installé. Et je trouvais ça justement intéressant puisqu'encore une fois on est dans le partage de parcours et toi, tu as beaucoup voyagé, tu as eu une vie professionnelle avant et puis tu as fait des choix aussi qui sont intéressants, je pense, effectivement, à évoquer un petit peu ici. Alors, toi, tu es à Bali du coup. Ouais, je suis à Bali depuis 4 ans maintenant. Je suis arrivé en septembre en 2015. Et ouais, en fait, je me suis arrêté ici. Ça m'a plu. Et puis, j'en ai fait ma base avant. Parce que bon, avant ça, je voyageais un peu et j'étais un peu nomade. J'avais plus de maison, tu vois. Et au final, ouais, je me suis installé là et j'adore, quoi. C'est assez sympa. Alors, du coup, c'est compliqué, Bali, pour s'y installer ou pas? Parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement. Moi, je peux répondre à certains pays où j'ai l'habitude d'aller. Après, Bali, j'y suis toujours allé en touriste et donc, du coup, j'ai pas forcément beaucoup de réponses à donner là-dessus. Mais toi qui y es, du coup, ça peut peut-être aider un petit peu plus les gens qui vont nous écouter. Écoute, non, je pense que beaucoup de gens en Europe ont l'impression que ouais, c'est difficile parce que tu dois remplir un papier, etc. Si je compare à la paperasse qu'il y a en France pour pouvoir s'installer et rester, crois-moi, c'est 10 000 fois plus simple, quoi. Euh, Vraiment, parce que nous, on ne se rend pas compte ici. Tu trouves un agent, tu payes 300 balles et puis tu as un visa. Vas-y, en France, il faut attendre 5 ans à avoir ton visa. On te demande X nombre de papiers, quoi. Donc moi, par exemple, donc tu as plusieurs types de visas qui sont délivrés assez facilement, très facilement, hein, je dirais. Il y a un visa qui s'appelle Social Visa qui permet de rester 6 mois sur le territoire sans avoir à quitter le territoire. Et je connais pas mal de gens qui l'utilisent. Moi, perso, c'est pas un visa que j'utilise, donc il est renouvelable. En fait, tu peux le renouveler. Il suffit que tu sortes du pays et puis tu peux revenir pendant 6 mois, etc. Euh, la seule chose, moi, qui me dérange dans ce visa-là, mais c'est vraiment par rapport à moi, c'est que une fois que tu sors du pays, le visa est caduque, en fait. Donc, si tu sors au bout d'un mois, tu as perdu les 5 mois. Tu es un peu obligé de rester. Donc, ça, c'est si tu es vraiment dans un objectif de genre immersion totale et puis tu veux rester là, etc. Moi, je suis un grand voyageur. J'aime bien pouvoir aller un peu où je veux. Donc, pour moi, c'était pas plus intéressant, mais celui-là, c'est facile à voir. Moi, perso, je suis sur un business visa. Donc, il y a un visa qui me permet de rester 60 jours sur le territoire. Et tous les 60 jours, en fait, il faut que je sorte du territoire parce que le business visa, en fait, implique que je fais du business quelque part en Asie et que j'ai des rendez-vous clients à un moment, quoi. Et donc, ça fait que moi, ça me fait sortir du territoire, mais c'est parce que j'adore voyager. Il y a plein de pays que je n'ai pas vus en Asie. Et donc, celui-là, il est très facile à avoir. Sachant qu'il y a un autre visa qui s'appelle KITAS, qui te permet de travailler ici, etc., qu'il est possible d'avoir, je crois, en moyennant 1 200 euros, un truc dans le genre. Et puis, donc tu passes par un agent qui trouve une entreprise qui te sponsorise. La raison pour laquelle je n'ai pas utilisé ce visa-là, pour être honnête, c'est juste qu'une fois que tu as ce visa-là, on commence à te poser un peu des questions sur combien tu gagnes, machin, etc. Alors qu'avec mon business visa, personne ne me demande rien. Donc voilà comment je suis arrivé sur le business visa, qui coûte 300 euros par an. On me demande juste une copie de mon passeport et un, un itinéraire de ce que je vais faire pendant la prochaine année. Genre, tous les 2 mois, il faut que je leur dise oui, je vais aller à tel endroit pour un rendez-vous client et puis voilà, quoi. Mais voilà, c'est super simple. Si tu compares à la France, compares aux États-Unis ou je ne sais pas quoi, c'est super simple. Ouais, même la Thaïlande. En substance, en Thaïlande, c'est pareil. Tu as beaucoup de problématiques de visa. C'est bien quand tu es touriste, mais quand tu veux t'installer, c'est beaucoup plus compliqué. Des papiers, ils aiment ça aussi et ils aiment les garanties et les trucs. Donc ouais, non, c'est l'Indonésie ou du moins Bali n'est pas forcément le plus complexe de tous, effectivement. Mais c'est vrai que c'est moins cher que la Thaïlande. Enfin, c'est un peu à part aussi Bali, effectivement, et c'est un mode de vie qui est différent. Moi, je n'y vivrais pas. J'aime bien y être de temps en temps. Après, voilà, c'est un sentiment perso sur le truc, mais à mon goût, et pourtant la Thaïlande est très touristique, mais Bali, c'est une île et ça change tout pour moi. Et Ah oui, ouais. il y a des endroits qui sont beaucoup trop peuplés ou du moins trop, trop remplis de gens et c'est vrai que c'est sport la circulation. Ouais, c'est clair. En fait, je pense,
Bali, après, c'est vraiment c'est l'exception en Indonésie. Hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout représentatif du reste de l'Indonésie. Et en fait, tout le monde à Bali est concentré dans le sud de Bali. En fait, donc si et dans le sud de Bali, ouais, les gens ne réalisent pas. Moi, quand je suis arrivé la première fois, je me disais bon, c'est une île, il n'y aura pas d'embouteillage, des petites routes, etc. Il y a des embouteillages de malades mentales parce que tout le monde est concentré là. Donc je comprends tout à fait. Moi-même, j'habite ici. Je t'avouerai que je vais pas dans les endroits touristiques. J'y vais vraiment quand j'ai un truc à y faire parce que moi-même, je trouve qu'il y a trop de touristes. Je me prends pour un local maintenant. Mais je comprends ça. Bon, on va rebondir du coup sur le visa business et pour arriver à la question du business. Donc, t'as quel âge pour être retraité et vivre à Bali du coup? Ah là là, oh là, ça c'est la question qui fâche. Oh là, je viens d'avoir 40 ans. Ah, c'est pas si vieux que ça. Et du coup, c'est même très jeune pour un retraité. Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a permis, ou du moins qu'est-ce qui te permet bah voilà, installé où tu l'es et puis de toujours pouvoir voyager comme ça? Ouais, en fait, j'ai eu un parcours en fait un peu atypique. Alors, je t'avouerais que j'ai étudié les langues étrangères et puis business. J'ai fait un truc qui s'appelle LEA, donc langue étrangère appliquée. Et, et en fait, j'ai pas trouvé de travail dans ma branche. Et au bout d'un moment, ben, je me suis expatrié en Angleterre parce que j'ai trouvé un travail en Angleterre. J'ai envoyé un CV. Ils m'ont dit, bah, écoutez, monsieur, venez. Et je suis rentré dans une boîte qui faisait du filtrage anti-spam. En fait, il y avait deux positions qui étaient dispo. Il y en avait une, c'était un G, et puis une autre, c'était vraiment, tu répondais au téléphone et tu écrivais le problème du client, tu l'envoyais aux ingés, quoi. Et donc, Hmm. moi, je me suis dit, écoute, si je suis en compétition avec des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs, j'ai aucune chance, je ne connais pas. Je vais rentrer tout en bas de la boîte et puis, ben, puis je vais monter, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ben, dès que j'avais une minute, j'allais m'asseoir à côté d'un des ingés et puis je lui disais ben, qu'est-ce que tu fais? Je regardais ce qu'il faisait, etc. Donc, j'ai appris comme ça. Je suis arrivé tout en haut du service. Au bout de 2 ans, j'étais tout en haut du service. Et mon but, à partir de là, c'était de pouvoir passer dans le management, en fait. Je voulais arriver en haut du service pour pouvoir gérer des gens qui sont techniques. Parce que la dernière chose que tu as envie de faire, c'est d'arriver dans une réunion où tout le monde parle en grec ancien et tu as l'air d'un idiot, tu vois. Euh, et à partir de là, il y a en fait des marketeurs qui envoyaient des emails que moi j'arrêtais, parce que c'était mon boulot, qui m'ont contacté, qui m'ont dit bah, écoute, tu sais comment marchent les filtres anti-spam, bah, viens chez nous, parce que nous on envoie. Quoi. Et donc je suis passé un peu du côté obscur de la force. Comme ça, je suis rentré dans le marketing. Mais j'étais, à l'époque, parce qu'à l'époque, moi dans le filtrage, c'était oh, les marketeurs, c'est des spammers. Donc je suis passé dans le marketing dans une branche technique, parce que tu sais très bien comme moi que le type de marketing que tu fais aujourd'hui, et si tu regardes ce que fait une boîte en France, c'est complètement différent. C'est-à-dire que le marketing, c'est énorme. On utilise des technologies qui sont autofinancées et on utilise des outils qu'ils ils ont aucune idée de ce qui se passe, les autorespondeurs, etc. Donc, bah, bref, de là, en fait, bah, j'ai commencé à m'intéresser parce que c'était une boîte qui faisait de l'email, j'ai commencé à m'intéresser à l'email. Et j'ai décidé de voir un peu tout ce qui se passait. Donc, moi, je voulais avoir une vision d'ensemble sur ben, tout le cheminement d'un email, en fait. C'est-à-dire que je voulais savoir ben, quelles étaient les contraintes des annonceurs et leurs objectifs. Moi, je travaillais chez un routeur donc nous, on avait des serveurs mail pour envoyer pour les clients. Et ensuite, ben, moi, je savais ce qui se passait une fois que les emails arrivaient, quoi. Donc, je suis allé voir un peu ce qui se passait au niveau des annonceurs. Et donc, à partir de là, je me suis rendu compte que sur le marché, il y avait une opportunité sur le marché qui était euh, des gens qui avaient, donc il y avait des gens qui avaient des bases qui étaient très qualifiées mais petites, on va dire, et des gens qui avaient des grosses bases mais qui étaient complètement dégueulasses, quoi. Et donc je me suis dit bon, moi il faut que je me mette sur le segment de la base, une grosse base bien qualifiée. Il faut que je trouve un moyen de le faire. Voilà, il faut que je trouve. Et j'ai vu une opportunité sur le marché. J'en ai parlé à un de mes collègues avec qui on avait bossé dans plusieurs boîtes. Et on a monté un système, donc on avait des partenaires qui nous renvoyaient toute la data de leurs envois d'emails vers une grosse base de données. Et avec cette base de données, on pouvait faire des profils pour chaque adresse email. Et ensuite, on nettoyait les bases email d'annonceurs qui disaient bah, écoutez, nous, on a ce programme qu'on a abandonné il y a 3 ans. Les gens qui sont dedans, on ne sait pas s'ils existent encore. Est-ce que vous pouvez nous dire
etc. Donc, on a commencé comme ça. Et à partir de là, donc on avait la data, mais bon, on n'avait pas le droit de l'utiliser. Et il me fallait un moyen de pouvoir avoir ma propre base, quoi. Et donc, avec mon business partner, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait à toutes les liquidations et les machines de vente aux enchères, là. Et pendant que tout le monde se battait pour la chaise et puis le bureau en tech, je ne sais pas quoi, ben nous, on se battait pour avoir les bases de données, quoi. Donc, on était les propriétaires de bases de données, on les nettoyait et puis on a pu les utiliser comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans l'email. Donc, voilà. Aujourd'hui, je bosse avec les plus grosses, donc les plus grosses boîtes de textiles en France, donc tous les gros annonceurs. Je me suis spécialisé dans le PAP femmes. Parce que voilà, c'est une méthodologie, hein, tu connais, on procède par dichotomie. J'ai regardé, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire online? Il y avait plusieurs options. Je me suis dit, il me faut un truc où les gens peuvent acheter à répétition. Parce que si je te vends un ordinateur, tu ne vas pas en acheter un demain. Tu vois. Donc, il me fallait un truc où je n'ai pas besoin de faire trop d'acquisition pour avoir mes clients, ils rachètent à répétition. Donc, je me suis dit, ben voilà, textile, c'est bien, les gens, ils achètent des habits. De là, j'ai regardé, j'ai dit, ah, les hommes, ils ne sont pas trop dans la mouvance. J'ai regardé les femmes. Je suis arrivé sur le segment femmes et j'ai testé pour voir quels étaient les annonceurs qui marchaient le mieux et je me suis focalisé là-dessus. Et à la fin, ben, tu vois, j'ai un business qui tourne bien parce que j'ai fait toute cette optimisation-là. Et ça m'a permis ben, voilà, d'avoir un business qui me permet de voyager et puis d'habiter où je veux. Voilà, l'histoire un peu longue, mais… Ah non, c'est super intéressant. Au contraire, c'est exactement ça. C'est que tu as rappelé un point qui est important, c'est qu'on est toujours en train de procéder par étapes et par petites touches jusqu'à atteindre un objectif. Mais ça t'a pris combien de temps d'ailleurs tout ça? Parce que quand tu le fais en version synthétique, ça a l'air d'être sur quelques mois, quelques années. Ah ouais, on se dirait, une fois qu'on a monté notre système pour nettoyer les bases email, 2 ans plus tard, j'étais en train de faire un tour du monde. J'étais parti, ça me rapportait beaucoup plus que me rapportait mon boulot à l'époque. Et pourtant, j'avais un bon boulot, hein. Mon boulot, il était cool. Tu sais, il y a des gens qui détestent leur boulot, etc. Mon boulot était vraiment super cool. Mais voilà, j'ai décidé de faire un tour du monde. Et je suis parti, j'avais toutes les îles paradisiaques sur lesquelles j'avais envie d'aller, c'était sur ma liste, et je suis parti faire ça, quoi. Et voilà, à un moment, je suis arrivé ici à Bali pour aider un de mes potes qui m'avait aidé, moi, quand j'avais besoin et quand il avait aucune raison et aucune obligation de m'aider. Et il voulait s'installer ici à Bali, donc c'est pour ça que j'étais venu. Et au final, ben, j'ai trouvé des trucs qui m'ont intéressé ici, et c'est pour ça que je suis resté. Ok, c'est super, super. Mais effectivement, c'est intéressant de rappeler que tout ça, ça prend du temps, ça demande des compétences. Et les business sur Internet, c'est pas un ticket de loto qui arrive ni par hasard, ni instantanément, mais que c'est le produit de compétences, effectivement, et que c'est bien d'avoir des choses qui sont déjà monnayables. Et je reviens souvent là-dessus parce que c'est un truc, on me demande qu'est-ce que je peux faire. Et c'est vrai que la plupart des gens n'ont pas conscience, ou du moins on l'oublie sans doute aussi un peu, c'est de la compétence qu'on a pu acquérir au fur et à mesure d'un parcours professionnel et qui est sans doute la force qu'on a tout de suite, la plus de facilité à pouvoir utiliser plutôt que de devenir marketeur quand tu n'es pas marketeur, plutôt que de devenir, je ne sais pas, champion de je ne sais pas quoi pour faire un blog sur ça. Ouais. Immédiatement, pour gagner de quoi lancer une activité, utiliser ses compétences, ce dans quoi on est déjà connu et reconnu, c'est quand même un énorme avantage et qui est souvent sous-estimé. C'est vrai qu'on a tendance à oublier quand on fait quelque chose au quotidien, à quel point ça peut avoir de la valeur pour les autres et à quel point ça peut créer de la valeur. Ouais, c'est clair. Je ne sais pas, en fait, bon, moi, je fais beaucoup de trucs en anglais maintenant parce que bon, j'habite plus en France depuis longtemps, mais il y a une expression en anglais qui s'appelle the curse of knowledge. Je ne sais pas comment ça se dit en français, si jamais il y a le truc, c'est que vous avez fait t'as fait le truc pendant tellement longtemps que tu as l'impression que tout le monde le sait, en fait. Et tu oublies ce à quoi ça ressemblait quand toi, tu étais débutant. Et donc, moi, je vois beaucoup de gens qui ont des compétences, ils ne se rendent pas compte de la valeur de la compétence en question, en fait. Et ils se disent, oui, mais moi, je ne sais rien faire. Je dis, mais écoute, tu te fourvoies en croyant que tout le monde sait ça. Ça, c'est un truc, les gens, ils te paieraient pour ça. Et aussi, il y a juste une chose que vous avez besoin de savoir, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, je veux apprendre, je cours le 100 mètres en 12 secondes, par exemple, et je veux apprendre à courir le 100 mètres en 10 secondes, ben, je n'ai pas besoin d'aller voir Usain Bolt qui, lui, le court en je ne sais pas combien. Il suffit que je trouve quelqu'un qui le court en 10 secondes. Lui, ce n'est pas le meilleur du monde,
mais il peut me montrer comment on fait pour arriver à 10 secondes. Donc, vous avez juste besoin d'être un pas en avant par rapport à la personne. Et la personne sera disposée à vous aider. Vous n'êtes pas obligé de prendre le champion du monde, quoi. Donc, c'est ça aussi. Il y a toujours ces limitations dans la tête, un peu le syndrome de l'imposteur en se disant « Ah ouais, mais moi, je suis pas l'expert, etc. » Ben, vous avez des compétences qui sont meilleures que le voisin d'à côté et qui serait ravi d'avoir les mêmes que vous. Il va vous payer pour ça. Voilà. Si on est déjà payé par une entreprise pour faire quelque chose, c'est qu'on a déjà des compétences en soi. Les entreprises ne sont pas philanthropes. Donc, ça veut dire qu'on a déjà de quoi monnayer cette partie-là. Après, il reste à se transformer effectivement en quelqu'un qui prend en charge le reste, c'est-à-dire de passer de salarié à entrepreneur. Ce n'est pas forcément nécessairement le bon choix pour tout le monde, mais c'est en attendant le seul, je pense, avec être rentier immobilier bourse pour pouvoir vivre ses passions, partir faire le tour du monde ou s'installer à Bali. Il n'y a pas 1000 manières de le faire. En réalité, on est tous soumis aux mêmes contraintes. Il faut du cash, il faut de l'argent, il faut pouvoir en gagner pour pouvoir vivre sur place. Donc, il faut effectivement arriver à se transformer en entrepreneur d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est… j'ai pas mal de discussions avec pas mal de gens que je rencontre qui me demandent ce que je fais, mais aussi il y a un aspect en fait que les gens oublient ou bien peut-être ils ne le savent pas, mais comme tu disais, tout le monde n'est pas entrepreneur, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et il y a un truc que les gens, c'est juste en face de leurs yeux, mais ils ne réalisent pas. C'est-à-dire que tu as plein de boîtes dans lesquelles le créateur n'est pas le CEO, c'est pas lui le PDG. Tout simplement parce que le créateur, souvent, les créateurs sont là et eux, ils aiment créer. Moi, j'adore créer les trucs. Je ne suis pas super bon pour le quotidien et le suivi et le machin, etc. Et souvent, en fait, un créateur a besoin de quelqu'un qui va prendre cette création et la faire monter, en fait. Quelqu'un qui a la fibre pour le process et pour les trucs un peu bêtes et méchants et les chiffres. Donc, si vous n'êtes pas entrepreneur dans le sens où, ouais, je ne peux pas créer un truc, il y a sûrement un entrepreneur qui a besoin de quelqu'un comme vous qui va pouvoir aider à faire grossir son business. Et l'intelligence je pense, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a aussi cette intelligence et sait mettre son ego de côté en disant, écoute, je pense qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que moi pour faire ce truc-là et pour le bien de mon business, c'est bien que quelqu'un d'autre le fasse. Donc, il y a toujours une opportunité de pouvoir sortir un peu du salariat, arriver en tant que partenaire, par exemple. Et bon, vous n'avez pas le CEO, c'est juste une question d'ego. Oui, j'ai créé ma boîte et puis voilà, tu te prends pour je ne sais pas qui parce que tu as créé une boîte. Mais tu peux très bien être Steve Ballmer, par exemple, de Microsoft, mec, il n'a rien créé. Excuse-moi, il est milliardaire, le mec. Donc, je me dis, il n'est pas trop mal, tu vois. Donc, c'est ça aussi qu'il faut vous dire. Il y a plus d'une façon de faire les choses. Si vous n'avez pas cette fibre d'entrepreneur, il y a toujours cette option-là. Ouais, mais on reste toujours dans la même logique qui est d'apporter de la valeur, que ce soit à quelqu'un qui crée un business, que ce soit à quelqu'un qui soit une entreprise, enfin peu importe. On est toujours dans cette mécanique-là et la meilleure manière effectivement de trouver une activité, c'est à mon sens effectivement de trouver un problème à résoudre. Et la catégorie de problèmes à résoudre, c'est ceux qu'on est déjà capable de résoudre puisque c'est quelque chose qu'on fait plus ou moins au quotidien. Et ça reste déjà une bonne piste, je pense, pour plein de monde qui se pose la question de qu'est-ce que je pourrais bien faire, je ne sais rien faire. Ouais. On a tous les mêmes, je pense, capacités et les mêmes ressources à disposition. On a du temps, de l'argent ou des compétences, idéalement les trois. Mais quand on démarre, si on n'a pas d'argent, on doit avoir au moins du temps et des compétences. Si on n'a pas de compétences, on a forcément du temps. Et donc, c'est le moment de se former, quoi. Mais on est à peu près tous sortis du même moule avec la même logique et la même cohérence. On n'est pas né avec des capacités, on ne parle pas de talent, là on ne parle pas de domaine artistique, on parle juste de savoir effectivement résoudre des problèmes et ça s'apprend pour tout le monde de la même manière, simplement avec l'expérience. Pas forcément avec un diplôme du tout d'ailleurs, mais pour les entrepreneurs que moi je côtoie généralement, on a tous un peu cette logique-là. Ouais, on a découvert quelque chose sur le chemin et puis on est devenu pas trop mauvais dans ce truc-là à tel point qu'on a pu en faire une activité et puis de gagner notre liberté, mais c'est effectivement toujours la même mécanique. Ouais, exactement. Ouais, je pense que voilà, c'est plein d'excuses que tu rencontres quand tu travailles avec des gens. Quand tu parles avec des gens, c'est un tel il a plus d'argent, un tel il avait ci en commençant, un tel il avait ça, etc. Moi, je me dis, il y a des gens, par exemple, moi j'ai vu des gens qui font le tour du monde avec zéro argent. Les mecs, ils font du stop, ils vont dormir chez des gens, etc. Ils n'avaient pas d'argent, ils ont réussi à le faire.
Et c'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Je pense qu'il y a… Et le truc, c'est ça, c'est que… Alors, moi, je me prends pour Jean-Claude Van Damme parce que je ne trouve pas les mots en français. Mais en anglais, tu as resources, donc les ressources que tu as, et tu as resourcefulness. Resourcefulness, c'est ta débrouillardise, en fait. Si tu es débrouillard, que tu aies de l'argent ou pas, tu vas réussir à trouver un moyen, en fait. Et tu n'as pas les ressources, ben, tu n'as peut-être pas les connexions qu'avait un tel, tu n'avais peut-être pas l'argent, mais si, tu peux trouver un moyen de le faire, en fait. Et, euh, et aussi, je me dis que, par exemple, si tu réalises une tâche pendant 1 heure par jour, à la fin de l'année, tu as fait 365 heures d'un truc et en 365 heures, 3 mois, tu es un expert. Voilà. Même en 6 mois, ça fait 100, je m'en vais en maths, mais la moitié de ça, ben, 180 et quelques jours, ben, heures, excuse-moi, mais tu prends 180 heures d'un truc que tu fais et tu es devenu un expert en fait. Voilà, donc c'est juste, voilà, tu fais, tu répètes et puis c'est pas compliqué quoi. C'est le principe d'itération, effectivement, qui est quelque chose qu'on nommait souvent, c'est-à-dire qu'on est tous partis, enfin, je prends souvent cet exemple-là, mais les premières vidéos, quand tu fais des vidéos sur YouTube, tout le monde te dit « Ouais, mais moi, j'ai pas l'habitude de me filmer. » Moi non plus, et la plupart des gens sont pas nés devant une caméra, donc c'est bien dire que ça s'apprend. Ta première vidéo, elle est mauvaise, la deuxième un peu moins mauvaise, la troisième un peu moins, jusqu'à atteindre un niveau acceptable, mais qui Ouais, demande du temps, hein, effectivement. Mais comme chaque chose, on n'a pas appris à courir d'un coup, on a commencé à se mettre sur deux pattes, on s'est vautré, on a recommencé jusqu'à temps qu'on arrive à courir, mais ça s'est pas fait d'un bond d'un seul. Donc c'est ce principe-là, effectivement, qui prévaut toujours et qu'il faut toujours garder en tête que ce qu'on voit sur Internet, la réussite des gens, on les regarde à un moment qui est le point final en fait de leur parcours. Et on omet toujours de regarder les années qui ont précédé, le cheminement finalement des gens. Aujourd'hui, on prend n'importe qui, Elon Musk, Bill Gates, peu importe. Ils ont démarré à l'endroit où ils sont maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'un point A et puis ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on envie aujourd'hui, c'est juste le moment qu'on voit, mais qui est la résultante d'années, sinon de décennies de travail acharné parfois, et puis d'échecs et de succès, quoi. Mais il n'y a pas que des succès, il y a souvent des échecs qui contrebalancent le tout. Ah oui, oui, c'est C'est clair. parti du lot. Oh, il y en a, et je pense qu'il y en a beaucoup plus. Hein. Moi, je me dis, le truc, la différence entre les entrepreneurs que tu vois à la télé, etc., c'est juste qu'ils ont fait plus d'erreurs que toi, en fait. Ils ont testé plus rapidement que toi, et puis au final, et en business, je crois que c'était Mark Cuban. Donc, il est dans Shark Tank, en fait. C'est une émission aux US où si tu as besoin d'argent, tu vas pitcher. Et lui, je l'aime bien parce que je suis un fan de basket, et puis il a une équipe de basket. Et lui, il disait, à juste titre, il dit en business, tu as juste besoin de réussir une fois. Tu vois, il y a plein de trucs où, bon, si tu es chirurgien, genre plastique, ou bien, comment on appelle ça, cardiologue, tu ne peux pas trop te rater. En business, tu peux te rater 100 fois, et une fois suffit, et puis tu peux avoir le jackpot, quoi. Donc, c'est ça, tu fais des erreurs jusqu'à. Ben, en fait, tu ne fais pas des erreurs, tu élimines des trucs qui ne marchent pas, jusqu'au jour où tu trouves ce qui marche, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Tu as tout à fait raison. Mais c'est une mentalité qui est différente. C'est très américain, ça, comme principe. Justement, il y avait des études qui avaient été faites là-dessus, je crois, de mémoire. Là où un Français, quand il coule une boîte, il va en remonter 1,8. Là où un Américain, on va en faire 11, je crois. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait ça dans les chiffres, mais c'est l'ordre d'idée, il est à peu près de 1 à 8, 10, quoi, en gros. Et c'est bien la même démonstration. C'est que les Américains, ils ont plus la dalle, ils réessayent plus souvent. Et nous, on est un peu plus, effectivement, toujours à rester un peu sur la réserve, quoi. Ouais, c'est clair. Ah ouais, je connaissais pas cette stat. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Non, c'est quelque chose comme ça. Ouais. C'est vraiment, enfin, il y a vraiment cette idée-là, mais c'est normal. Enfin, il y a une… Disons que l'échec n'est pas vécu de la même manière aussi et pas valorisé de la même manière. C'est vrai que les Américains ont plutôt tendance à le considérer comme positif, alors que chez nous, c'est un sujet de moquerie, quoi. Voilà, il s'est planté. Enfin, tu vois, c'est pas du tout vécu de la même manière. Je pense que ça joue beaucoup dans la balance aussi. Et aujourd'hui, du coup, tu fais quoi alors? Parce que bon, c'était un peu rencontré, tu as du temps de libre, tu t'occupes pas beaucoup de mailing finalement, tu as d'autres activités, d'autres choses que tu développes en ce moment? Ouais. Ben, écoute, donc moi, mon activité de mailing aujourd'hui, elle me prend 0 minute, on va dire. Je reçois juste de temps en temps un message donc de mon pote, en fait, qui est ici à Bali, qui me dit, bah, écoute, on a gagné tant ce mois-ci. J'ai réussi à me débarrasser de tout, en fait. J'ai mis en place des process qui me permettent de me débarrasser de tout. Et en fait, ce que je fais, c'est que
ben, j'ai 24 heures dans la journée pour me former à un peu tout, quoi. Donc, il y a plein de choses que j'apprends de toi, d'ailleurs. Tu vois, je regarde. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est… donc, quand c'est impossible de tout savoir, tu vois. Il y a toujours des gens qui sont plus experts que toi sur un domaine en particulier. Et le mieux pour compresser les années d'apprentissage et d'erreurs, etc., ben, tu prends leur connaissance, ils te montrent, quoi. Donc, je passe mon temps à apprendre pas mal de trucs. Donc, donc moi, j'ai mon propre business, j'ai un podcast mais c'est sur le marché anglais, en fait. Donc, j'ai un podcast, je crée des programmes de formation, etc. Mais surtout, ce que je fais ici, c'est je m'occupe d'orphelins qui sont ici à Bali. Donc, j'ai rencontré en fait un couple qui a monté une association dont le but était d'aider des orphelins à Bali donc ils sont dans un orphelinat où donc ils sont nourris, logés et puis ils vont à l'école, etc. Donc c'est pas comme s'ils sont en train de mourir de faim. C'est juste que quand ils sortent de l'école, ils rentrent à l'orphelinat et ils n'ont aucune activité qu'aurait un gamin, on va dire, normal. Tu vois, c'est-à-dire pouvoir être un gamin et puis courir et puis avoir des expériences. Ils sont assis sur leur lit, ils font rien. Et donc, ils ont décidé de monter un programme qui leur permettait de sortir de l'orphelinat, avoir des activités sportives et pouvoir en fait rencontrer des étrangers aussi, parce que ça t'ouvre l'esprit, tu vois, au lieu de rester Ouais. en clan, quoi. Et donc, au final, je les ai rencontrés. Moi, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. J'ai des objectifs dans ma vie. Il y en avait un l'un de mes grands objectifs, c'était de pouvoir contribuer à l'émancipation de petites filles dans des pays en voie de développement. Parce que, en gros, quand il y a assez d'argent pour envoyer un enfant à l'école, ben, on envoie le garçon en général. Et ce qui se passe, c'est que les filles sont toujours laissées de côté. Et donc, la société étant ce qu'elle étant très patriarcale et un peu machiste, on va dire, je sais que bon, ça ne va pas changer aujourd'hui, elles vont passer beaucoup de temps à la maison avec leurs enfants. Et donc, si on arrive à apporter la connaissance à ces petites filles, ça fera monter le niveau général de connaissance de la population beaucoup plus vite que si on tire par le haut. En fait, je pense que si tu tires par le bas, ça monte beaucoup plus vite. Donc, je voulais monter un programme comme ça, mais j'étais en train de regarder sous quelle forme le faire. Et au final, donc, ce qu'elles font, donc aujourd'hui, j'entraîne une équipe de basket donc, qui est composée majoritairement de filles. Donc, en plus du basket, je leur apporte comment on appelle ça, mentoring, je ne sais pas comment on dit en français. Je suis un peu leur mentor, tu vois, j'essaie de leur expliquer que les limites qu'elles se sont mises parce que les exemples qu'elles ont à l'orphelinat, etc., elles peuvent les casser et puis j'essaye de les emmener là où elles ont envie d'aller, quoi. Donc, du coup, on a monté ça et on s'est rendu compte que beaucoup de ces enfants, en fait, ils ne sont pas orphelins. C'est-à-dire qu'ils ont des parents, ils ont une famille, mais c'est juste que leur famille est trop pauvre et les envoie à Bali pour avoir une chance dans la vie et pouvoir apprendre l'anglais. Et donc, on s'est dit, plutôt que d'agir, de mettre un pansement sur une jambe cassée, ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'ils sont déjà à l'orphelinat, le but, c'est de pouvoir emmener la connaissance sur leur île et comme ça, ils n'ont pas besoin de venir ici. Donc là, on est en train de travailler avec une école pour pouvoir emmener des professeurs volontaires qui vont leur apprendre l'anglais et des skills qui vont leur permettre de rester sur leur île avec leurs parents, avoir la connaissance. Et le but final pour nous, c'est à la fin, on veut monter un projet, on va commencer avec une école avec qui on travaille, généraliser ça un peu à toute l'île et un jour d'entendre ces gens-là. La première étape, ça leur permet de trouver un travail sur l'île, peut-être pour un étranger qui aura monté son hôtel ou je ne sais pas quoi, mais à la fin, c'est qu'eux, ils puissent ouvrir leur hôtel, quoi. Et qu'à la fin, ils puissent nous dire, écoute, on n'a plus besoin de vous. Merci beaucoup, mais on n'a plus besoin. Tu vois, c'est ça qu'on essaie de faire. Et donc, ouais, c'est passionnant. Tu vois, ces trucs, ça donne un peu une direction dans la vie, tu vois. Ah oui, clairement, ouais. Non, c'est un beau projet, effectivement, et c'est ouais, non, c'est tout à ton honneur, effectivement, et vraiment, encore une fois, tu as raison. Je pense que ouvrir un peu les yeux des gens, c'est ce qu'on peut faire, sans doute, leur montrer que c'est possible, quoi. Et juste ça, parfois, ça peut changer des vies, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Ok, bah c'était en attendant extrêmement intéressant tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On mettra quoi comme lien pour montrer un peu ce que tu fais ou peut-être s'intéresser effectivement à tes parties associatives?
Écoute, donc j'ai un site, j'ai mon propre site, mais c'est en anglais. Alors, bon, si vous parlez anglais, c'est très bien. J'ai rien en fait en français parce que bah ouais, ça fait longtemps que je suis plus en France. Donc mon podcast, il est en anglais, etc. Tout en anglais. Et j'ai aussi, bah, je vais te laisser le lien de l'association en question. Si c'est quelque chose euh, qui inspire un peu les gens et qui veulent contribuer, sachant que voilà, c'est toujours c'est le truc dont j'aime pas trop parler parce que tu sais, quand il y a une cause, c'est toujours très loin, en fait. Tu sais, moi, c'était pareil. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait des causes. Bon, il y a des gens qui sont en train de mourir ici, ils sont en train de mourir là. C'est triste. Mais comme c'est très loin de moi, j'ai pas tu vois, cet affect, quoi. Mais là, aujourd'hui, moi, les enfants, je les connais. Je vois ça. Tout l'argent qui est récolté va aux enfants. Eux, ils ont vendu tout ce qu'ils ont et ils vivent sur les économies de ce qu'ils avaient avant. Donc voilà, moi je sponsorise 20 enfants aujourd'hui. Et donc si quelqu'un pense que c'est un bon projet, je peux mettre le lien si ça vous intéresse. Si les gens le font pas, c'est pas non plus comme si genre vous êtes méchant, je sais pas quoi. Je comprends tout à fait, c'est un truc qui est loin. Voilà, mais voilà, c'est une super belle initiative et puis ça peut changer des vies, quoi. Donc voilà, c'est les deux trucs que je vais te laisser. J'ai mon blog donc qui est martinetbonguet.com, qui est mon nom. Et donc voilà, on voit un peu ce que je fais sur mon blog. Et ma spécialité, en fait, en gros, si on me demande ce que je fais, ma spécialité, en fait, c'est de monter des business qui tournent sans moi, en fait. Donc c'est ce que j'adore faire, tu vois, et j'adore aider les gens aussi à pouvoir faire la même chose. Parce que voilà, quand tu regardes, je sais qu'on est dans la même dynamique, quand tu regardes, en fait, on a une seule vie. Et cette vie, moi, j'ai pas envie de passer la moitié de ma vie à faire un truc que j'ai pas envie de faire, quoi. Et donc, si je peux aider les gens à avoir du temps qu'ils peuvent consacrer à des trucs qu'ils ont envie de faire, qui apportent de la valeur aux gens, bien qu'ils changent des vies, ben, c'est super cool. Tu peux voyager, tu peux avoir des expériences. Et une fois que je serai vieux, quand je vais regarder en arrière, je me dirai, ben voilà, j'ai eu une super vie, voilà, je suis content de ce que j'ai fait, quoi. Donc c'est ça que je fais, mais bon, c'est en anglais. Donc si vous parlez un peu anglais, bon après si vous parlez pas anglais, bon, je parle français aussi, quoi. Donc et puis discuter, juste voilà, même tu sais, connecter avec des gens qui sont dans la même mouvance, tu vois, parce que c'est difficile quand tu es entrepreneur, tu trouves pas forcément des gens qui comprennent. Donc voilà, si les gens veulent me contacter, qui me parlent en français, ben, on peut se connecter. Et si vous êtes à Bali, ben voilà, on se voit, hein, comme on a fait la dernière fois, quoi. Exactement, exactement. C'était sympa de prendre un verre et puis de parler un peu de tout ça. Ouais. Ah, exactement, ouais. Ok, bon, bah super, Martin. C'était extrêmement sympa d'avoir répondu à cette invitation pour partager un petit peu de ton parcours d'entrepreneur et pas seulement. J'espère que ça a redonné des envies, des idées, et peut-être effectivement l'envie de participer à cette partie associative que tu évoquais. Et puis, bah, en attendant, je mettrai tous les liens dans la description pour que les gens anglophones puissent voir un peu ce que tu fais. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Et puis, ouais, moi aussi, voilà, ça me fait plaisir parce que, tu vois, moi, je bosse un peu, jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu parlais de vidéo tout à l'heure, jusqu'à il n'y a pas longtemps, moi, j'étais dans l'ombre. C'est-à-dire que personne ne savait qui j'étais, personne ne savait ce que je faisais. Et il y a des gens qui m'ont motivé, qui m'ont dit, il faut que tu fasses un peu tu vois, que tu fasses ton site, que tu expliques, tu as plein de choses à donner aux gens, tu peux changer des vies, etc. Et donc, j'ai décidé de faire mon site. J'ai commencé un podcast. J'étais pas prêt du tout, je t'avouerai. J'ai commencé, là j'ai 370 épisodes, un truc dans le genre. Et après, je commençais à faire des vidéos. Donc là, maintenant, je fais genre 7 vidéos par semaine. Donc j'ai une chaîne YouTube là, qui va commencer. Et je vais commencer à faire mon podcast aussi en vidéo, tu vois, genre en live, etc. Mais voilà, moi j'ai commencé, je suis un mec, moi je suis super réservé. J'y connaissais rien en audio. Je commençais par l'audio parce que ça me correspondait plus en tant que personne. Et une fois que j'ai acquis un peu plus de confiance là-dessus, ben, je passais sur la vidéo. Et voilà, tu vois, ça arrive comme ça. En un an, c'est passé Par de. itération et par étape, oui, bien sûr. Non, non, c'est vrai, mais pareil pour tout, effectivement. Pareil toujours pour tout. Ok, bon, en attendant, c'était très, très sympa de repartager un petit peu de temps avec toi. Merci beaucoup pour ce temps passé. Et puis, on se dit à bientôt à la prochaine fois en Thaïlande, du coup. Bah ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, il faut que je sorte du pays assez souvent. Je pense que la prochaine fois, je passe en Thaïlande. Tiens. Fin Allez, octobre, je vais passer en Thaïlande et puis on se voit. ça marche. Bah, allez, en attendant, à Ok, très bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao. ok, ciao.